Chala Chafik, donc, est l'auteur de plusieurs essais, mais aussi de nouvelles, de romans, de poèmes. En tout cas, nous avons sorti le 23 octobre dernier Chemins et brouillards, qui est son premier texte littéraire, traduit donc du persan en français. Depuis, elle écrit en français, et c'est intéressant comme on va le voir que ce premier texte est écrit en persan. Elle avait déjà écrit auparavant plusieurs ouvrages, notamment des essais en tant que sociologue et surtout sur la condition de la femme dans le monde musulman. Ces deux recueils de nouvelles, Exil et Deuil, ont d'abord été publiés en persan séparément. Les nouvelles de l'exil, puis les nouvelles du deuil. Quand elle a publié en français, ça a été rassemblé en un seul volume, Chemins et brouillards, titre qui était donné, je crois, à Exil, initialement. Et l'ouvrage étant arrivé à épuisement et les commandes continuant de se faire, j'ai décidé de le rééditer et de le rééditer à la fois en deux et en un, dans un coffret, parce que ce sont deux recueils vraiment distincts mais qui se répondent de façon plus pertinente en étant séparés. Exil et deuil, deux arrachements, l'un géographique, l'autre intime, deux déracements, deux pertes de monde, deux pertes d'un passé, deux travaux et chemins de mémoire et d'oubli qui, en effet, ont une profonde correspondance, tout en étant évidemment une hétérogénéité absolue de vécu. Pour continuer à présenter un peu Chala Chafik à ceux qui ne la connaissent pas, au moment de la révolution de 1978 en Iran, elle était étudiante en sociologie et faisait partie des militants de gauche épris d'humanisme, de liberté et de l'espoir fou que l'Iran pourrait devenir un pays d'humanisme comme elle l'a été, et comme on a oublié qu'il le fut. C'est une culture, évidemment, enfin, Jean-François Barthelin, dont on ne connaît que très injustement de bribes dans le monde européen. Et je suis heureuse en tant qu'éditrice de préparer un tout petit peu, partiellement, ces lacunes. Ce mouvement de gauche militant a été réduit à la clandestinité et devenu un mouvement de résistance démantelé, traqué. Les individus étaient traqués individuellement, exécutés de façon sommaire, ce qui conduit Chala à l'exil politique. Et elle vit en France donc, depuis les années 80, où elle travaille donc, comme sociologue et comme femme de lettres, et comme combattante, comme guerrière de la laïcité, de la démocratie et des droits des femmes. Je le dis plutôt que de parler d'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des femmes. Pour simplement resituer les deux corpus de nouvelles, le premier recueil retrace chronologiquement le parcours de l'exil, donc Exil. Le titre est volontairement extrêmement sobre pour à la fois l'ancrage absolument simple et dans cette simplicité absolument tragique et sobre et sans complaisance, qui répond à la poésie absolue du titre des deux chemins et brouillards, qui est évidemment inépuisable de sens et de résonance poétique et littéraire. Donc, ce premier recueil Exil retrace ce parcours de façon chronologique, sans être assimilé au même personnage. On se retrouve dans plusieurs situations marquantes de cet itinéraire. La première nouvelle entre la décision et la nécessité du départ à Téhéran, dans une manifestation de foule fanatisée. Ensuite, on est conduit auprès des familles en fuite après le passage de la frontière, et on se retrouve ensuite en France,
avec tout le quotidien qui n'a plus rien de familier et qu'il faut réapprendre dans ses moindres recoins les plus inoffensifs, a priori, et qui sont en quelque sorte la langue nouvelle par extension, dans des extensions qui vont se nicher jusqu'au plus non-verbal du non-verbal. Le deuxième volet, deuil, celui donc d'un autre arrachement, la perte d'une enfant de 15 ans, dans cette nouvelle période d'adoption. Tout au long de ces nouvelles, l'histoire vécue s'entremêle de fiction, et la première personne du singulier n'est que très rarement utilisée, et toujours terriblement percutante. Je tiens tout de suite à dire que la fiction ne joue pas avec la réalité, que d'une certaine manière elle la chante, qu'elle la compte, parce que tout, on va le voir, ne se dit pas. Et quand le témoin se tait, le conteur peut être le sang qui doit prendre le relais. Shala Shafik, vous avez dit quelque part que l'exil est peut-être le point de départ de toute littérature. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'endroit, ou peut-être l'absence de lieu, à partir duquel vous écrivez? Tout d'abord, toujours merci beaucoup pour partager ce moment. Et merci à Marie d'avoir présenté si éloquemment. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire de la même façon. Et je suis vraiment heureuse qu'on puisse se retrouver autour de cet recueil après 20 ans. Donc c'était exactement 2005. Maintenant c'est 2025. Et effectivement, comme ces nouvelles ont été en persan et après en français, j'ai eu pendant ce temps plein de lecteurs ou lectrices aussi en langue persan et en langue française. Et ce qui est quand même très touchant pour moi, c'est que après des années, même en relisant ces nouvelles, chaque fois qu'il y a tel retrouvaille, comme si je le relis de nouveau avec vos yeux, avec les yeux du public, avec les yeux de Marie, et ça me parle de l'actualité de tout ce qui a été dans ces ouvrages, comme si, bien sûr, le temps a passé, mais ce thème-là, exil et nouveau, il traverse tout notre temps, depuis hier à aujourd'hui. Et quand je dis que l'exil, c'est le lieu de départ de toute littérature, puisque je suis intimement persuadée que si vraiment il n'y a pas un monde qu'on n'écrit pas. Donc, de toute façon, l'écriture vient par manque d'écoute. Donc, et là, on pourrait aller jusqu'au dans les mythes de l'instant de l'exclusion de l'Adam et de Ève du paradis. On peut aller jusque-là. Et on peut arriver aussi après à dire comment, qu'est-ce que disait un écrivain je ne me souviens pas de nom, qui disait si dans un beau jour, aujourd'hui c'est pas vraiment, le climat n'est pas tellement, n'est pas propice à cette anecdote, mais si un jour ensoleillé, on n'a pas envie d'aller prendre une glace sur la place et on se met devant le papier pour écrire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, en fait. Et là, pour moi, ça a commencé depuis l'enfance, sans le savoir, puisque chaque fois que j'avais un chagrin très important, je me mettais dans un lieu caché, parce qu'on était dans une maison familiale très peuplée. J'avais des calçons, mais il y avait beaucoup de gens de famille qui venaient, qui allaient, etc. Je me mettais dans un lieu, dans un coin lointain, et je me racontais des histoires pour me consoler. Plus tard, quand je suis arrivée en exil et je commençais à écrire ces nouvelles, puisque ça, je l'ai commencé
quand j'étais dans la première période d'exil, vraiment désarroi total désarroi, dans une chambre de bonne à Paris 16e. Non, après, c'était à côté de Saint-Lazare où j'ai commencé. On était dans une chambre de bonne et il y avait cet étage. Vous savez, il y a de l'ascenseur, mais c'est pour les gens qui habitent dans les étages. La chambre de bonne, c'est toujours des escaliers. Et quand je voulais, par exemple, d'acheter du pain, il fallait descendre encore. C'était vraiment toute une calvaire. Très jeune. Et je me racontais des histoires dans ces escaliers. Et tout ce que je voyais autour, pour moi, ça faisait lieu de... C'est-à-dire, j'ai inventé cette histoire en mélangeant la fiction et la réalité. Et ça m'a sauvé de la douleur de l'exil. Après coup, je l'ai compris. À l'époque, je le faisais instantanément. Mais dès que j'avais un temps, je me mettais à écrire ces nouvelles. Et dès le début, la forme de nouvelles s'est imposée, en fait. Puisque je lisais énormément depuis l'enfance, énormément. Et donc, j'adorais toujours les nouvelles. Et dans ce que je vivais, les fragments des histoires qui me provenaient, je les arrangeais sous forme de nouvelles. Et ça devenait des nouvelles. Si vous voulez, c'est des nouvelles qui étaient absolument ancrées dans la réalité, mais en même temps, ce n'était pas toute la réalité que je vivais. Il y avait des éléments de fiction qui étaient dedans. Donc ça m'a sauvé de cette douleur de l'exil. Je l'écrivais, bien sûr, comme je ne connaissais rien de la langue française, je l'écrivais en persan. Après, quand j'ai eu mes notes, puisque j'étais, comme vous l'avez dit, étudiante en sociologie, mais comme je vivais en clandestinité avant de venir, puisque le pouvoir, la République islamique, le pouvoir islamiste avait commencé la chasse des opposants. Et ces opposants-là, parmi lesquels il y avait aussi les personnes de la gauche et tout, qui étaient les anciens alliés. Nous étions les anciens alliés de ce pouvoir. En fait, on n'avait aucune idée de ce qui était l'islamisme. Donc, quand ils ont commencé leur massacre, et moi j'étais arrivée ici avec un océan de sang derrière moi, c'était à la fois la douleur de déracinement, mais aussi la douleur des copains, des camarades qui étaient en prison, qui étaient dans les rues en train de fuir. Vous savez, il y avait des gens qui passaient leur temps presque tout le temps dans le bus, parce qu'il n'y avait pas de lieu de dormir. C'était plus possible. Et comme les adresses, les passerants venaient attaquer, etc., il y avait des personnes de nos amis qui passaient leur temps dans les bus, d'une ville à l'autre. Et c'était vraiment un temps tellement de désarroi. Et quand je suis arrivée ici, écrire cette histoire, ça me permettait de mettre cette douleur à distance quelque part. Et effectivement, une fois j'ai décidé d'aller continuer mes études à la Sorbonne, comme j'ai appris la langue française, j'étais au niveau de 40% de compréhension quand j'ai décidé d'aller poursuivre mes études pour comprendre ce qui s'est passé, puisque vraiment je me demandais comment ça se fait qu'on est tombé dans cela. C'était des questionnements qui m'ont hanté, qui me faisaient souffrir. Donc je suis allée à la Sorbonne j'ai enregistré tous les cours. Après, je l'ai travaillé dans la chambre de monde avec une dictionnaire. C'est comme ça que j'ai appris la langue française et j'ai commencé tout de suite à écrire des essais en langue française. C'était en 1991 où j'ai publié mon premier essai qui était issu d'un travail que j'avais fait sous la direction à l'université pour mon DOA à l'époque, sous la direction de grand philosophe Castoriadis, Cornelius Castoriadis. Et donc, le connaître, pour moi, c'était quelque chose, c'était comme un miracle, parce que lui, la chose qu'il m'a dit, et qu'il m'a toujours dit, Chala, la pensée critique est obligatoire. Si tu veux comprendre, il faut que tu t'engages
pensée critique. Les études universitaires ne sont pas là pour te conformer au monde, etc. Il faut que tu puisses réfléchir par toi-même. Et là, le premier travail que j'ai fait sous sa direction a fait le premier essai qui s'appelle La femme et le retour de l'islam, expérience iranienne. C'était en 1991. Alors que j'étais arrivée en 82, et c'est en 85 que je suis allée. Vous voyez comment j'ai osé, quand même. Aujourd'hui, je le dis, c'était quand même très culotté de publier 5 ans après la recette. Je l'ai fait. Parce que j'étais persuadée que j'avais des choses à dire et il fallait que ce soit lu, etc. Donc après, j'ai écrit en langue française plusieurs essais, mais quand même, je gardais la littérature pour personne, puisque c'était, maintenant je le sais, après coup, que c'était une manière de préserver la langue maternelle et mon pays en moi. Il y a eu cette tradition, il y a eu Bella Plaza qui voulait me dire que je l'ai lu en persan, c'était une femme qui avait lu en persan ces nouvelles, elle m'a dit je les ai beaucoup aimées, est-ce que vous voulez que je les traduise? Et moi je vous dis bien sûr, je n'ai aucune proposition autre, de toute façon, personne ne lisait ces sauf des Iraniens, donc pour moi c'était quand même une belle proposition. Elle l'a fait et après c'était Michel Lescon de Métropolis de l'époque qui a fait un travail formidable sur cette tradition. Je me rappelle très bien que je l'avais envoyé ici à une édition renommée qui m'a appelé et me dit ces nouvelles sont excellentes, mais on ne peut pas les publier puisqu'elles ne sont pas, vous qui avez écrit directement en langue française. Et cette histoire m'est restée, puisqu'ils m'ont dit on publie les grands écrivains qui sont déjà connus dans nos pays, dans notre collection. Moi, je leur ai dit, donc les exilés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les gens qui n'ont pas de pays. Et il m'a dit, c'est une bonne question. Et ça me restait. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je trouve un livre. Voilà, ça c'était le premier obstacle par rapport à cela. Et Michel s'est intéressé, il m'a dit, je pense que le thème d'exil est un universel, tout le monde pourrait y intéresser. Mais de toute façon, c'est une femme littéraire et excellemment littéraire qui s'est intéressée. Elle a fait un travail formidable sur le texte et j'ai eu la chance d'être publiée dans Métropolis. J'ai eu quand même pas mal d'échos. Et après, quand Marie m'a appelé après des années en disant qu'il voudrait rééditer, en plus séparé, j'étais très heureuse. Puisqu'au début, dans la langue persan, c'était séparé. Et moi, je pensais que c'était deux univers littéraires très séparés. Et j'étais très contente comme Métropolis que Marie puisse fasse le choix de les publier en 2 volumes, petits volumes. Et je suis très contente d'avoir fait. En tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais mon lieu de départ pour la littérature était l'exil. Mais cet exil-là a rejoint tout l'exil de tout le monde. Ça veut dire, en fait, avec le deuil, la perte d'enfant, c'est comme quand même j'ai touché un autre déplacement, un autre renversement qui est quand même, qui n'a pas de frontière, qui est l'intime. Vraiment, le deuil, ça touche dans l'intime profond. Et quand ces nouvelles ont été publiées en 2005, j'ai eu pas mal de lecteurs français et lectrices qui m'ont écrit des nouvelles, des lettres, pardon, en disant que le deuil les a tellement touchés qu'ils m'ont écrit par rapport à leur propre deuil, par rapport à leur propre exil. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de la langue, il n'y a pas de frontières culturelles par rapport à tout ce que nous vivons, par rapport au déracinement, par rapport au deuil. Et ça m'a vraiment encouragée à écrire la littérature en français. Avant, c'était la littérature était pour la langue française, je l'utilisais pour les essais, seulement pour les essais. Et à partir de 2005, après la publication de ça, j'ai écrit des textes littéraires en français aussi et un roman qui s'appelle Dans mon mémoire, qui était en 2015, je pense, ou
je ne m'appelle pas. En fait, ça, j'ai commencé à écrire dans le processus. Donc, c'était à la fois une expérience existentielle pour moi, cette publication, et ça m'a ouvert, en fait, le tabou que je m'étais construit autour de la langue, c'est complètement cassé. Ça veut dire qu'en fait, même pour la littérature, il n'y a pas. Il y a une langue qui est universelle et qui fait que moi, quand je lis un écrivain japonais, j'arrive à le comprendre alors que je ne connais rien de la langue japonaise. Donc c'est vraiment quelque chose, et je pense que la littérature, c'est le lieu par excellence de partager l'univers le plus intime. Je vais procéder dans le désordre du coup. Je vais commencer par parler de deuil, si tu veux bien. Je vais en dire très peu de choses, mais par rapport à justement ce langage universel dont tu parles, le deuil, tel qu'il est travaillé dans ce recueil de nouvelles, est présenté comme quelque chose dont on ne parle pas, quelque chose d'innommable sur lequel on ne peut pas mettre des mots. Et si le recueil Exil ne parle que de l'exil, le recueil de deuil ne parle jamais du deuil. Il n'en parle toujours que comme par accident, comme si tout à coup la foudre tombait sur un arbre dans la forêt. Ça ressurgit des profondeurs alors qu'on est en train de parler de tout à fait autre chose. Ça parle donc des chemins de la mémoire et de l'oubli, ça parle de l'arrachement, ça parle de la réalité de ce qu'on a dans le cœur et qui semble parfois comme déréaliser la réalité de ce qui nous entoure. Un seul être vous manquez tout est dépeuplé, oui, mais la perte d'un être est la perte d'un monde, ou peut-être même du monde tout entier. Et il y a cette très belle phrase de Paul Celan, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen, que Derrida traduit par le monde est parti, je dois te porter. C'est donc un exil, mais un autre. La force pour moi de ce deuxième recueil, c'est qu'il nous fait vivre de l'intérieur la manière même dont on procède le deuil, c'est-à-dire quelque chose de souterrain, quelque chose qui est toujours là, qui est sourd, à quoi on n'échappe pas et qui surgit. On vit au-dessus comme un funambule et le fil, à tout moment, peut céder. J'aimerais vous lire un extrait de la nouvelle qui s'intitule Invitation. Donc, comme toutes, un sujet léger, simple, du quotidien, qui ne parle ni de la mort, ni de l'enfant perdu. Une femme qui est invitée, qui s'arrête avant d'entrer dans cette maison, dans le jardin, qui s'assoit sur un banc. Elle s'arrêta juste avant la salle de fête. Elle tourna le dos au chemin et s'assit sur un banc sous les arbres. Elle ferma les yeux, serra les paupières. Elle avait maintenant pris l'habitude de prêter l'oreille au plus infime bruit intérieur. Comme une infirmière de garde qui scrute les mouvements d'un fou pour prévenir la crise. À l'intérieur d'elle, tout était calme. Elle tendit l'oreille. À l'extérieur, seul s'élevait le bruissement doux des branches dans le vent et un murmure régulier, comme issu du cœur de la terre. Comme si la terre chantait une berceuse aux racines des arbres. Au bout d'un instant, elle se leva, grava une allumette et examina son visage à la lueur de la flamme dans son miroir de poche. Ses traits étaient en ordre, son front lisse. Les larmes n'avaient laissé aucune trace sur son maquillage. Son rouge à lèvres était intact. Elle arrangea ses cheveux et se dirigea vers la salle de fête. Et tout est comme ça. Merci. On ne va pas en parler. Je vous invite à les lire dans
tous sont tourbillons de vie, de légèreté, et d'y trouver les traces de cet exil universel qu'on a tous déjà vécu ou qu'on aura tous à vivre. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, Chala, de ton regard de sociologue qui finalement a été ce qui t'a permis, d'une certaine manière, comme tu le disais, de se mettre la distance critique. Et par conséquent, de sortir de la foule. Je trouve intéressant que cette manière d'approcher aussi ton départ de l'Iran, parce que la première nouvelle d'exil raconte justement, qui s'appelle Le Mur, raconte précisément la confrontation de deux femmes lors d'une manifestation qui tend à devenir dangereuse, d'une foule fanatisée qui devient une masse, et qui de masse devient un mur, et on passe d'un réalisme absolu à une sorte de fantasmagorie presque cauchemardesque, où le mur est troué d'orbites, d'yeux qui regardent, de crochets, de mains qui sortent du mur, de fosses qui correspondent aux bouches, et les langages de chacun finissent par devenir un bruit indistinct et une sorte de masse sonore qui est dangereuse de n'être plus personne. Si vous le permettez, je vais vous lire, pardon, si je prends trop de place, tu me le dis, parce que j'ai l'impression qu'il y a quoi qui parle. Salut. Le début de cette nouvelle, Le Mur, pour vous dire aussi que ce n'est pas un recueil qui retrace seulement l'exil, et que c'est vraiment aussi de la littérature pure, de la création littéraire, et que le détachement du réel n'est pas un détachement de la sensibilité, au contraire, c'est peut-être pour aller jusqu'au bout que la fiction s'empare du reste. Dans le mégaphone, une voix hurle « Camarades, au cri de mort à la contre-révolution, vive la révolution, il nous faut arrêter la manifestation et nous disperser. » Aucune nouvelle des Hezbollah. La danse fiévreuse que chaque slogan aiguisait un peu plus faisait place à une joie tranquille. Le cri s'élève posément et les rangs des manifestants se dispersent en petits groupes pour s'éparpiller dans les rues qui bordent la place Fawzi. Je retrouve Farzaneh dans un groupe en train de se disperser et nous changeons de trottoir en bavardant. Nous n'avons pas envie de quitter l'endroit tout de suite. Nous guettons l'effet des slogans sur les visages. Le crépuscule automnal cède rapidement la place à une nuit mélancolique qui surgit du ciel bas et se déverse dans les rues. Rien de spécial, dit Farzaneh, retraversant la rue et prenant un taxi. Tout à coup, nous nous apercevons qu'il n'est plus possible d'avancer. Derrière nous, devant, partout, des groupes de 2 ou 3 individus avancent vers nous. Ils s'avancent de telle sorte qu'il nous est impossible de nous enfuir. Où que nous tournions, nous sommes encerclés. Ils sont en train de venir vers nous, s'écrie Farzaneh. D'un geste nerveux, elle s'assure que le nœud de son foulard est bien tiré. Continuons à marcher comme si de rien n'était, dis-je. À présent, ils nous ont rejointes et forment autour de nous comme un mur humain. La rue s'efface. On entend, un après l'autre, les rideaux de fer des magasins tout proches qu'on abaisse à grand bruit. Ils ne veulent pas nous laisser passer, dit Farzaneh. Elle pose la main sur son ventre. Je me dis qu'elle va vomir là, tout de suite. Le mur, animé, avance au même rythme que nous, s'agite en un brouhaha confus. On dirait qu'il va s'abattre sur nous d'un moment à l'autre. Les yeux sont des trous sombres dans le mur, d'où s'échappent des regards fixes et étincelants. Les bouches sont des fosses qui s'ouvrent et se ferment en cris indistincts, incompréhensibles. L'une se met à hurler « Allah Akbar !» Toutes les bouches s'ouvrent et s'unissent pour former une seule grande fosse d'où s'élève une clameur grandissante. « Allah Akbar !» Des mains transformées en poings s'agitent dans l'air, s'ouvrent et se referment. Elles sortent de la muraille comme des crochets puis s'y enfoncent. Le mur humain se creuse à tout moment, de sang fissure. Des failles s'entrouvent, puis le mur se reconstitue. Secoué par le bruit des respirations et des cris, il se rapproche. Mon foulard est arraché. Espèce de pute! C'est comme ça qu'on met un foulard, vous vous fichez de nous? Farzaneh me dit doucement à l'oreille. Je suis enceinte. La pauvre.
À son ventre, ça ne se voit pas. Elle doit en être au premier mois. Elle est tellement collée à moi que je crois entendre le cœur du fœtus qui bat affolé dans son ventre. Je lui murmure, ne les regarde pas. Il me semble qu'il suffirait de les regarder pour que ces trous noirs nous avalent. Nous baissons la tête et à chaque pas, nous nous enfonçons davantage dans un goudron gluant et bouillonnant d'insultes, de cris, de rires et de souffles agités. Je sens que je ne peux plus faire un pas et que le mur va s'abattre sur nos têtes. Maintenant, tout de suite, je vois tous ces gros souliers d'hommes piétiner le ventre de Farzaneh. Je vois mon propre corps entre leurs mains, semblable à des crochets. Les mains en sueur de Farzaneh s'agrippent à la mienne. Elle me tire à elle. Une porte s'est ouverte derrière nous et le bruit déchirant de rideaux de fer qu'on baisse se mêle au cul de l'extérieur qui sent maintenant au paroxysme. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision de quitter l'Iran? Je pense que, voilà, quand tu dis si bien, c'est vraiment. Je pense que tu fais plus tard, ça doit être. Oui, parce que c'est tellement bien lu, et c'est vrai que toute la scène, je ne sais pas pour vous, mais on la voit la scène. Non? On la voit la scène, et cette scène, ce qui est très étrange, c'est qu'on l'a vécu en Iran 2022. On l'a vécu après la même chose. Et ça, je l'avais écrit il y a 20 ans, et ça revient dans cette révolution Femmes et Liberté. Et effectivement, cette nouvelle, il y a une critique américaine aussi, parce que ça a été traduit en anglais, et il y avait une critique américaine qui disait que c'était un peu, ça symbolise toute la situation, le mur. Puisqu'en fait, après quand j'ai commencé à écrire sur les essais, j'ai fait des essais sur le voile et j'ai compris, en faisant mes réflexions et des études, que le voile voudrait dire le mur. Ça veut dire en fait, dans le Coran, dans le texte religieux, quand vous y allez, le terme de voile n'est pas seulement utilisé pour les femmes. Chaque fois qu'il y a une barrage, un mur, voilà, quelque chose qui se passe, c'est ce terme qui vient. Par exemple, dans une des sourates, la Marie va se mettre en retrait, elle dit qu'il y a un mur qui vient, il y a un rideau qui vient pour qu'elle puisse parler ou prier, ou etc. Vous voyez, le mur, le voile, voudrait dire le mur derrière lequel la femme doit se retrancher pour ne pas être vue, pour ne pas être par les hommes qui ne doivent pas accéder à elle. En fait, un mur sexuel. Et ça devient le drapeau de toute la République islamique qui, à partir de cette distinction de sexe, crée tout un système discriminatoire qui, à la fin, discrimine tout le peuple. C'est la base, c'est les femmes, mais à la tête de cette hiérarchie sexuelle, il y a le leader suprême religieux qui domine tout le monde. Donc les hommes aussi sont privés de leur droit de citoyenneté, ce qui fait que dans la révolution 2022, il y a femmes et liberté, mais il y a beaucoup des hommes et beaucoup de jeunes hommes qui viennent dans la rue pour dire femmes et liberté, puisque tout le monde a compris que ça passe par la libération des femmes. Ce peuple a compris. Mais ça a demandé plusieurs décennies de prise de conscience. Mais moi, dans mon inconscient, quand j'écrivais cette nouvelle, vraiment, ça traduit tout le système quelque part. Et c'est là où moi je dirais que l'expression littéraire ou le texte littéraire rejoint la réalité autrement, par les voix, si tu veux. Et ce qui m'a fait quitter l'Iran, pour revenir à ta question, c'est cette répression-là, cette répression qui se donne dans cette scène. Il y a deux femmes qui quittent une manifestation, elles sont encerclées par le peuple hezbollah, qui vient en troupe attaquer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux,
et qui sont en train de presque le lâcher. Et donc là, on le vivait tout le temps. Pour moi, ce n'était pas grave, puisque j'étais militante, je voulais mobilité, je m'en battais avec ces hommes-là. Il arrivait que c'est nous qui les faisions fuir. Il m'est arrivé de faire fuir les villas. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était quand ils ont commencé à créer des groupes. En fait, ils ont créé un système de répression sous forme d'araignée. Et partout, quand ils ont pris le pouvoir, partout dans les lieux de travail, dans les écoles, partout. Et donc, c'était une situation cauchemardesque. Et moi, j'étais sur la liste noire, puisque, étant assez connue dans le mouvement étudiant très actif, après, j'ai commencé à changer de maison, clandestinité et tout ça. Et finalement, la répression totale, on a eu chaque jour, il y a eu des gens qui s'arrêtaient et des exécutions sommaires. Et finalement, il y a une partie des personnes qui se sont... ils ont poussé une partie, parmi lesquelles moi je me trouvais, sur le chemin de l'exil. Je n'ai pas choisi l'exil. L'exil ne fut pas un choix. Je ne voulais jamais quitter mon pays. Mais c'était devenu une obligation. Et donc là, si tu veux, c'était tout à fait par hasard que la France est devenue le lieu d'exil, puisque j'avais un ami qui connaissait un ami. En fait, dans la clandestinité, les gens s'aidaient mutuellement. Et il y avait une personne qui travaillait dans l'ambassade de la France qui nous a fourni des vrais visas sur le faux passeport. S'il y avait une personne qui était de l'ambassade de Suisse, j'aurais été en Suisse. Si c'était en Allemagne, c'est la même chose. En Espagne, c'est la même chose. Donc c'est vraiment tout un hasard. L'exil ne fut pas un choix et le reste, c'était l'autre hasard. Ce chemin de l'exil, tu dis la destination était un hasard, mais en fait, ce qui m'a frappé, notamment dans la deuxième nouvelle de Belcha Cayen, c'est qu'il y a très peu de notions de traverser des pays. Et notamment l'arrivée en Turquie, on dirait que moins d'être l'arrivée dans un pays, c'est l'arrivée dans un commissariat en fait. Cette ville de Turquie n'a rien de turc, en fait, c'est un commissariat à côté duquel il y a une auberge qui en fait est un microcosme de l'Iran, avec plein d'autres familles de passage qui essayent d'accéder à partir de là aux pays de destination respectifs et qui se retrouvent finalement comme en Iran. Enfin, sauf que ça n'a plus rien de l'Iran, mais c'est les mêmes tensions, c'est les mêmes menaces, c'est les mêmes rapports, c'est les mêmes dangers. Et la frontière elle-même existe à peine. J'aimerais juste lire, alors cette fois c'est promis, c'est un petit passage, où on voit ce que c'est qu'une frontière à l'intérieur de ce chemin. Alors c'est un passage en italique. C'est rarissime que tu te permets l'italique et c'est comme tout d'un coup un rêve. C'est comme ça que je l'ai lu. Et je vous lis le début de ce rêve. Ils sont à cheval. Les chevaux s'enfoncent dans la neige jusqu'au poitrail. Leurs jambes fléchissent. Ils chancellent. Au bas d'une colline, le passeur trace une ligne sur le sol. Du bout de sa bottine, il dit d'un air engageant « C'est ici, la frontière. » La ligne mince et tortueuse dans la poussière ne ressemble en rien à une frontière. On dirait un jeu de gamins de 5 ans. De ce côté-là de la ligne, c'est ma maison. De l'autre, la tienne. Si tu poses un pied de Cosetti, gare à toi. Elle n'y pense plus. Tout son être est tendu vers l'avenir. Le passé viendra plus tard. Elle s'y accrochera et en sera prisonnière pendant des mois. Mais à cet instant précis, cette ligne ridicule tracée sur le sol la sépare de son passé. En fait, c'est exactement le sentiment que j'avais à l'époque, quand le passeur m'a dit c'est la frontière. En fait, je ne pensais pas du tout
tout au passé, mais après, je me suis trouvée comme beaucoup d'exilés prisonniers de ce passé pendant des mois. C'était un temps, entre parenthèses, le passé dominait le présent et effaçait l'avenir. Quelque part, je l'ai vécu. Et dans cet hôtel Charlayan, avant d'arriver, quand on est arrivé, il y a eu plein de... Soit à l'époque, en 82, il y a eu quand même beaucoup de gens qui, comme moi, qui étaient qui étaient suivis par la police politique, mais il y a eu aussi des autres familles. Il y a eu des familles, par exemple, juives, qui étaient obligées de quitter le pays très spécialement parce qu'ils savaient que le régime allait il y avait une menace potentielle. Il y avait les Bahaïs qui étaient réprimés dès le début. C'est aussi une religion tout à fait réprimée. Il y a eu même des familles arméniennes, il y a eu des personnes qui étaient royalistes, il y a eu des moi de gauche, il y a eu vraiment un microcosme assez intéressant. Tout l'Iran était là représenté dans cet hôtel Charlayan. Moi, l'hôtel dans lequel j'étais, et je me suis inspirée pour cette nouvelle, ne s'appelait pas Charlayan, mais la population était là. Et il y avait plusieurs hôtels dans cette ville frontalière qui avaient, et les Iraniens étaient partout dans la ville, mais avec une méfiance, avec des discussions, avec des débats, avec tout ce qui a été, et en même temps, ça nous présageait d'un avenir. L'avenir était que l'Iran, de toute façon, avant la Révolution, n'était pas un pays d'immigration massive. Jamais. Il y avait, dans certaines périodes de l'histoire iranienne, y compris au XVe siècle, il y a eu des Iraniens qui sont allés en Inde et qui ont construit une communauté qui s'appelle Parsienne et tout, qui est une autre histoire. Mais l'immigration, on n'était pas un pays d'émigration. D'émigration, ça veut dire des gens qui partent pour avoir. Mais après l'arrivée des islamistes au pouvoir, l'exil et l'immigration est devenu une réalité intrinsèque de la société iranienne. Et il y a eu beaucoup de jeunes générations, par exemple, il y a plusieurs générations d'immigrés, d'exilés que je connais et que je rencontre maintenant. Et il y a une jeune chanteuse magnifique qui est là, qui est parmi les dernières, mais immigrée, heureusement, pas réfugiée. Immigrée, mais c'est des jeunes talents qui viennent ici, voilà, donc, qui vient, et j'espère que vous allez écouter son concert un jour, elle est magnifique. Donc, si vous voulez, on a beaucoup de talents qui quittent le pays. Il y a beaucoup de cerveaux qui quittent le pays. Si vous allez dans les Silicon Valley en Amérique, plein d'Iraniens, des gens qui sont spécialistes dans les sciences dures, on dit, il y a plein de gens qui sont là, il y a quand même partout des Iraniens. Le pays se vide de cerveau et se ruine par rapport à tout ce qui est leur politique catastrophique sur l'écologie, sur un pays qui est riche toujours, mais qui n'a plus qui a un problème d'électricité, de l'eau, mais en même temps un problème de corruption jusqu'ici. Il y a toutes ces histoires qui, si vous allez sur mon site, il y a plein d'entretiens, d'articles, etc., qui vous diront mon point de vue, mais en tout cas, on est en train de vivre une catastrophe. C'est ça. Et là, cette catastrophe amène et génère l'exil de différentes générations et l'immigration. Je vois si j'ai répondu à la question. Oui, tu es la réponse à la question. Je rebondis un petit peu sur ce que tu dis par rapport à justement cette situation de corruption et que c'est exactement la manière dont tu viens de parler. J'aimerais que vous entendiez à quel point la forme de la nouvelle est forte par rapport à sa manière de parler. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de ne pas prolonger inutilement, de ne pas s'appesantir et d'ouvrir en permanence à un silence. Tu dis des choses là, par exemple, immenses,
mais tu n'en diras pas plus, et c'est au lecteur, l'éditeur en l'occurrence, de faire le chemin de la suite. C'est vraiment pour moi la force de la nouvelle. Alors, comme éditrice, je vous dis tout de suite, c'est un suicide de publier des nouvelles, hein, ça ne se vend pas. Les coffrets, n'en parlons pas, vraiment. Donc, mais pour moi, ça a une très grande force d'évocation, et en l'occurrence, je n'écoute pas de buteur. Je voudrais encore juste revenir sur un aspect de ces nouvelles de l'exil qui m'a paru extrêmement puissant. C'est cet apprentissage de la langue étrangère. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais la langue étrangère, ce ne sont pas seulement les mots, ce sont aussi les gestes, ce sont aussi les expressions du visage, ce sont aussi des manières de dire merci, et à quoi on dit merci et comment. Il y a une empreinte dans les premiers temps de la vie en terre étrangère, une empreinte de fausseté, d'inauthenticité qui marque la moindre des situations de vie. Alors c'est évidemment le vertige qu'on a tous dans toutes les situations de vie qui consiste à accueillir l'autre, qui est évidemment un étranger, fût-il notre frère, jumeau, un étranger absolu. Il y a cette gêne, cette incapacité à répondre à une demande, cette incapacité à recevoir aussi une détresse. Il y a une nouvelle qui s'appelle La maison de Madame Girard, où on a une femme bourgeoise, bourgeoise, c'est pas un reproche, hein, mais une femme extrêmement gentille, extrêmement généreuse, mais pour qui la détresse humaine est une sorte d'exotisme, plus ou moins inavouable, a une saveur de film qui détend de sa propre existence. En voyant la misère des autres, elle se dit « Oh, mais je vais bien, en fait ». C'est une cruauté absolue, et en même temps, c'est une personne à laquelle on ne peut pas reprocher grand-chose, puisqu'elle fait tout pour les autres et pour offrir ce qu'elle peut à son semblable en détresse. Donc c'est toute cette complexité des rapports humains, cette complexité de rencontrer l'autre à travers tant de barrières qui sont liées à l'étrangeté de pays, mais aussi à l'étrangeté de tout être, qui sont abordées, je trouve, avec une très grande réserve et en même temps subjectivité, comme toujours. Et aussi, voilà, je crois que je vais vous laisser parler. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, mais... En fait, je pense qu'en relisant ces nouvelles aujourd'hui, et il y a une autre partie qui n'ont pas été traduites et qui sont toujours en langue persan quand je les relis et qui sont parfois lues aussi ou publiées dans les revues littéraires en exil. Je vois d'ailleurs, c'est ce que tu dis, c'est que moi, en fait, il y a toute une confrontation à la société autre et le regard que l'autre porte sur nous et tous ces personnages, parce que tous les personnages qui sont dans ces nouvelles sont des personnages des exilés, mais il y a aussi le personnage d'un Français qui accueille dans la nouvelle, j'aimerais bien entendre pour raison, qui est assez comique. Ça veut dire qu'en fait, c'est des situations extrêmement à la fois dramatiques et comiques en même temps. Et moi, je disais que quand on est face à l'incompréhension de l'autre, et sans que l'autre soit méchant, mais il y a des pièges qu'on tend chacun vers l'autre, c'est quand même assez plaisant, en même temps assez dur. Donc cette nouvelle, je l'aime beaucoup parce que ça résume cette situation dramatique et comique. Monsieur Olivier, qui est un monsieur humaniste qui se fait engager dans un lieu d'accueil des étrangers, et petit à petit, ça lui devient une souffrance terrible d'accueillir cette personne, puisque c'est vraiment impossible. C'est impossible. On vous y a un bout? C'est le début. D'ordinaire, les hommes jeunes ne sont pas particulièrement réputés
pour écouter les confidences des autres. Mais M. Olivier Gagnon, lui, servait de mur des lamentations à ses amis. En plus de la compassion qui lui était naturelle, entendre les détails du destin des gens lui procurait un vrai plaisir. D'ailleurs, sa mère lui racontait que dès l'âge où il avait pu s'asseoir sans aide sur une chaise, il suivait attentivement les conversations des invités et s'agitait sous l'effet de leurs paroles d'une façon qui traduisait un intérêt certain. Je vous montre un petit peu. C'est pour cela qu'Olivier Gagnon, au début de sa carrière à l'Office des réfugiés, se sentit en complète harmonie avec son travail et de ce fait fort heureux. Ce travail consistait à contrôler les dossiers des demandeurs d'asile. C'était un travail relativement bien payé. Pour qu'une décision soit prise à propos de ces dossiers, il devait rencontrer les demandeurs et s'entretenir avec eux. Et Dieu sait combien ces gens avaient des destins étonnants et étranges. Il traçait une carte du pays concerné et il plaçait un point noir, la maison de M. Boko, ou Tchamou, ou Turkout, ou Ahmadi. Autour de ce point noir, des routes prenaient forme, des maisons et des gens apparaissaient, et c'était le début d'un voyage mouvementé. Même dans le long et profond sommeil de ses nuits, ces voyages se poursuivaient dans son esprit. Les jours d'entretien, il se hâtait, impatient vers son lieu de travail. Le bâtiment de l'Office des réfugiés se tenait austère au milieu d'une place animée. Il se frayait un chemin parmi les gens qui serpentaient comme une colonne de fourmis vers le bâtiment. Il ouvrait la grande porte, appuyait sur le bouton de l'ascenseur et passait par un couloir où des gens de toutes sortes attendaient sur des chaises. Enfin, il prenait place à son bureau, et dès que le bruit de la porte qui se referme se faisait entendre, il entreprenait son voyage quotidien. Mais un jour, la douceur de cette attente et la curiosité de ces voyages mouvementés s'épuisèrent. Non seulement Olivier Gagnon n'avait plus de plaisir à entendre l'histoire des demandeurs d'asile, mais il commençait à s'ennuyer mortellement. Son ennui était si grand que les destins les plus étranges ne parvenaient pas à l'en soustraire. Le point noir sur la carte grandissait dans sa tête et s'égouttait de manière continue comme une encre noire qui se répandait dans ses veines. Elle emplissait d'obscurité tout son être et il n'en pouvait plus. Il suppliait Dieu que son interlocuteur se taise enfin et s'en aille. Il se mit à analyser son état avec horreur. Il pensa d'abord que c'était temporaire et que cela s'en irait comme c'était venu à la manière d'un mystérieux virus. Mais au bout de quelques semaines, son impatience et son énervement firent place à une vacuité grise, où la voix de son interlocuteur s'écoulait quelques minutes comme le bourdonnement léger et incompréhensible d'un insecte, avant de simplement ressouffler. Après, il n'y avait plus que lui et ses dossiers. Il se demandait ce qui lui arrivait. Peut-être ce changement mental avait-il pour cause les larges sourires sans objet des Africains, des sourires qui ne correspondaient en rien à leurs lamentables histoires, ou bien les visages impassibles des Asiatiques, qui racontaient leurs histoires comme si elles n'avaient rien à voir avec eux-mêmes. Quoi qu'il en fût, M. Gagnon avait complètement perdu ce plaisir excitant d'écouter les histoires des autres. Lorsqu'il fit part de cela à Bernadette, une de ses collègues les plus expérimentées, elle le rassura. « Tu commences à devenir un professionnel !» C'est précisément cela qu'il faut dans notre travail. Si nous nous laissons aller au sentiment et que nous prenons les histoires trop au sérieux, les chiffres des faux réfugiés vont augmenter de jour en jour. Pour distinguer la vérité du mensonge, il faut du sang-froid et du discernement. Mon cher, non seulement tu n'es pas malade, mais tu es en train d'accéder au bien-être professionnel. N'oublie pas que les histoires ne sont pas importantes en elles-mêmes. Ce qui compte, c'est en quoi elles correspondent à la réalité. Et pour établir cela, il faut que tu puisses en extraire des renseignements, les analyser logiquement et les mettre en rapport avec d'autres. Ces conseils éclairèrent Olivier Gagnon et le réconfortèrent. Il s'efforça en conséquence de sortir de la léthargie qui s'emparait de lui lors des entretiens et de discuter avec sang-froid et précision. En fait,
Si le problème idiot des bâillements inopportuns n'avait pas surgi, il ne lui aurait pas été très difficile à lui, qui ne manquait pas de rationalité, de mettre ses pensées en pratique. Merci beaucoup, pardon d'avoir débordé. Merci. Et puis, si vous avez des questions, on est juste à côté on a le stand avec les coffrets, madame qui peut signer, enfin, toutes les choses très commerciales qui s'en suivent.